Cette question, ça répond à un rêve de jeune étudiant qui arrive à Paris en 84. Je vais retracer un peu l'historique, où l'énergie solaire, ça existait déjà, mais elle n'était pas encore envisagée comme une solution pour fournir de l'énergie. On va se situer un peu dans notre monde. On a la planète, notre belle planète bleue qui tourne grâce à l'énergie. Alors c'est l'énergie solaire qui fait tourner Alors, ça ne fait pas réellement, mais c'est l'activité sur cette planète, c'est grâce à l'énergie du Soleil. Et on a eu l'exposé précédent, cette énergie s'est accumulée pendant des millions d'années sous forme de charbon, de pétrole, c'est des énergies fossiles. Et donc depuis une bonne centaine d'années, on utilise ces énergies fossiles pour produire, pour nous chauffer, pour nous déplacer, pour produire de l'électricité. Et donc, ça c'est pas sans conséquence. On connaît les problèmes de changement climatique. Et donc, la question c'est, est-ce qu'on peut utiliser cette énergie du Soleil, c'est une énergie extraterrestre, est-ce qu'on peut l'utiliser de façon plus intelligente, plus efficace, pour produire directement de l'électricité? Et donc ça, c'est ce qu'on fait avec les photopiles, l'énergie solaire photovoltaïque, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, bien entendu, cette énergie photovoltaïque, on veut la collecter, et c'est ce qu'on va faire avec les cellules solaires. Et après, il faudra les stocker. C'est une question qu'on pourra en discuter si vous voulez par la suite. Mais voilà, le panorama, il est là. On est sur une planète qui est limitée. Les ressources sont limitées. Par contre, on a une source extérieure des soleils qui nous fournit en continu de l'énergie. Comment l'utiliser de façon efficace? Alors, les solaires photovoltaïques, il y a beaucoup d'idées reçues. Et donc, je ne vais pas vous faire un cours sur l'énergie solaire photovoltaïque. Par contre, je vous encourage à aller voir le site solarepv.fr. C'est un site dans lequel vous trouverez toutes les questions qu'on se pose sur quelle est la situation du photovoltaïque aujourd'hui, l'état de l'industrie photovoltaïque, l'environnement, la société, quel est les potentiels, les idées reçues, voilà, c'est les terres rares, on parle de tout et n'importe quoi. Là, c'est donc un collectif de chercheurs, d'étudiants qui ont construit ces guides des solaires photovoltaïques dans lesquels vous trouverez, je pense, réponse à beaucoup de questions qu'on se pose toujours quand on discute autour d'un café, au bar et compagnie. Alors, quand même, je vais prendre 2 minutes pour expliquer comment ça fonctionne une cellule solaire. Je pense que si on veut parler du thème, au moins savoir comment ça fonctionne. Et donc, on a besoin d'une source. Les sources qu'on a parlé, c'est les soleils. Il est suffisamment loin pour ne pas trop nous embêter, mais nous envoie de l'énergie. Et cette énergie, elle est distribuée. Vous avez grosso modo 1 kW par mètre carré à midi. Ça, c'est la puissance qui arrive en continu. Et elle est distribuée selon un spectre, c'est ce qui vous montre à la figure. Vous avez un spectre solaire en fonction de la longueur d'onde, l'énergie des photons. Et donc, vous avez des photons dans les bleus, dans les verts, dans les rouges, dans l'infrarouge. Et si on prend un matériau semi-conducteur, par exemple du silicium, ces matériaux semi-conducteurs vont nous permettre d'absorber la lumière du soleil, les photons. Et donc, ces photons qui rentrent dans la cellule vont pouvoir transférer un électron d'un faible état d'énergie vers un état d'énergie plus élevé. On va donner de l'énergie à l'électron. Et donc après, dans ces semi-conducteurs, on va créer une jonction Pn, matériaux de type P positif, N négatif. Je ne rentre pas dans les détails, mais grosso modo, vous avez une pile. En français, c'est très joli, les Français. On parle de photopiles, parce que c'est des piles qui fonctionnent avec la lumière. Si vous mettez des photons, vous avez une différence de potentiel qui apparaît. Et donc c'est ça qu'on va récupérer. On va récupérer une tension et un courant. Et lorsqu'on balaye la caractéristique courant-tension, c'est ce que vous avez dans les graphes en bas, ce que vous voyez, c'est que vous pouvez avoir un point où la tension est zéro, on a un courant de court-circuit, un point où il y a de la tension et pas de courant. Et si on fait les produits tension-courant, on va se retrouver avec un point de puissance, des watts maximum. Et donc, on va essayer toujours de faire travailler la cellule solaire sur ces points de puissance maximum.
Ça va nous permettre de définir les rendements de conversion. Et donc les rendements de conversion, ce rendement ici, c'est la puissance que cette cellule va nous fournir divisée par la puissance incidente. Quand on compare des cellules, quand on compare des modules, on compare toujours avec un spectre normalisé. Donc on prend toujours les spectres solaires, 1 kWh par mètre carré, et on prend à température à 25 degrés. Alors, ça a été dit par l'exposé précédent, la beauté de ces machines, de ces objets, c'est qu'il n'y a pas de partie mobile. Je mets la lumière, je crée des watts. Et c'est modulable. Donc je peux en faire une, je peux en mettre deux, je peux faire un module avec 64 cellules, et ces modules aujourd'hui, que vous pouvez acheter, ont une puissance nominale de 500 watts, 600 watts, 700 watts. Donc on a monté là en puissance, et après, rien ne vous empêche de mettre un module, des modules, 10 modules sur votre toit, ou de construire des fermes solaires avec des puissances qui vont aller de quelques dizaines de kilowatts, centaines de kilowatts, jusqu'à des mégawatts. Donc voilà, c'est quelque chose qui est relativement simple, modulable, et donc on peut investir, augmenter de façon progressive. Alors, donc, vous avez ici l'exemple d'une cellule cristalline. Alors, l'historique de la recherche sur l'énergie solaire, vous avez ici un graphe qui est assez chargé. C'est un graphe qui est produit par les NRL, donc le National Renewable Energy Laboratory, centre de recherche de référence aux États-Unis. Vous avez les rendements de toutes les filières de cellules solaires, que ce soit avec du silicium en bleu, des couches minces en vert, des matériaux émergents, des matériaux 3,5. Vous avez l'embarras du choix. Et ça, c'est la richesse qu'on a dans les laboratoires de recherche. Et au passage, vous voyez des cellules qui montent à 47% de rendement, d'autres qui sont... Il y a un peu de tout. Et donc, ça veut dire que si on veut utiliser ces cellules pour pour produire de l'énergie, il faudra faire des choix lorsqu'on va de la recherche vers l'industrie. Alors, ça, c'est juste une petite parenthèse pour vous parler de l'IPVF. Je suis directeur scientifique à l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France. Et donc, cet institut a pour mission de transférer la recherche des laboratoires vers l'industrie. Et donc, ça, c'est une initiative du gouvernement français avec des actionnaires, Total, EDF, donc partie industrielle, aussi avec Air Liquide, River et Oriva, et des académiques, les CNRS et l'École Polytechnique. Et donc, l'objectif, c'est de mettre l'excellence scientifique au service de l'industrie pour réussir cette industrialisation et cette montée en puissance de l'énergie solaire photovoltaïque. Notre feuille de route à l'IPVF, c'est de produire des modules photovoltaïques avec un rendement de conversion de 30%, avec un coût inférieur à 30 centimes d'euros par watt en 2030, avec 30 années de durée de vie pour ces modules. Alors, on va voir des chiffres, quelques chiffres sur, par exemple, les coûts aujourd'hui sont plus bas que les 30 centimes d'euros par watt. Les modules chinois aujourd'hui sont à 15 centimes d'euros par watt, mais ils ne sont pas à 30% de rendement. Et les rendements, c'est important parce que si vous avez 20% ou 25%, vous allez multiplier ça par 10 puissance 12. La puissance vers laquelle on tend, c'est les terawatts. Et donc, un petit chiffre multiplié par 10 puissance 12, ça fait une grosse différence. Alors, donc, ce qu'on fait à l'IPVF, c'est, directeur scientifique à l'IPVF, on fait faire des choix. On ne va pas faire toute la charte d'INRL, on va faire des choix, et donc on va se focaliser sur les silicium cristallins. On va voir que c'est la technologie dominante aujourd'hui, et on va essayer de marier ces silicium cristallins avec des couches minces. Et les couches minces, on a deux choix sur lesquels on travaille. C'est soit des cellules perovskites, peut-être que vous avez entendu parler, mais sinon je vais y revenir pour voir ce que c'est que ces perovskites, soit avec des matériaux 3,5, donc des matériaux de la colonne 3 et colonne 5 du tableau périodique. Et dans chaque filière, il y a des défis. Pour les perovskites, vous voyez que les rendements sont en train de grimper. C'est une filière qui a progressé de façon spectaculaire sur une dizaine d'années. Il y a un enjeu majeur, c'est la stabilité de ces matériaux, de ces dispositifs.
Pour les 3.5, c'est les cellules qui sont à 47% de rendement, donc c'est les Ferrari, c'est la Formule 1, ça coûte cher. Et donc c'est pas compatible, les coûts actuels ne sont pas compatibles avec un déploiement à l'échelle sur Terre. Aujourd'hui, ils sont utilisés dans les satellites. Donc ça, c'est les choix qu'on doit faire. Et peut-être passer sur le programme de recherche, on pourra en discuter si vous voulez. Je reviens sur l'historique. Comment a évolué la recherche et plutôt ici la production de panneaux photovoltaïques. Donc là, on démarre en des années 90. C'est quand je suis arrivé à Paris, je venais faire la thèse. Et dans ces années-là, la production annuelle cumulée dans tous les pays, c'était une cinquantaine de mégawatts. Donc c'était pas grand-chose. Mais c'est une filière où, vous voyez, c'est marqué, on a une croissance annuelle, on avait déjà dans les années 90, une croissance annuelle de 30% par an. Et ça a été dit aussi, c'était le Japon qui était le leader du photovoltaïque dans les années 90. Les idées reçues, donc je reviens sur les guides solaires, vous pourrez regarder. Est-ce que ça va continuer à croître? Est-ce que ça va se casser la figure? Est-ce que c'est subventionné? Enfin, toutes ces questions, on y est passé. On va dans les années 2000-2010 et vous voyez que ça continue. L'exponentielle continue et on passe de la cinquantaine de mégawatts. Ici, on est à 1 terawatt de modules. Ça, c'est la puissance cumulée produite de panneaux photovoltaïques. 1 terawatt, ça a été éteint en mars 2022. Et donc, est-ce qu'on voit aussi, ça a été évoqué, l'emballement a été surtout porté par la Chine, qui a investi de façon massive dans la production de panneaux photovoltaïques. Cette augmentation de capacité de production va de pair avec une diminution des coûts. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de produits industriels qui ont subi une telle diminution des coûts. Et donc vous avez ici le coût qui a été divisé par un facteur 20 en 10 ans. Donc on était une centaine de dollars ici par watt-peak pour un module. On est descendu dans les années, en 2021, on était à une vingtaine d'euros vingtaine de centimes. Pendant des années, l'objectif c'était d'arriver à 1. On fait beaucoup mieux qu'à 1. Et en 2023, aujourd'hui, on est à 15 centimes d'euros par watt. Si vous achetez un module de 100 watts, c'est 15 euros. Donc c'est devenu un produit, une commodité. Donc c'est une industrie qui est dynamique et c'est pas fini. On peut faire mieux. Ça va continuer à s'améliorer. Comment ça s'est développé tout ça? Donc si on regarde maintenant les marchés du photovoltaïque, quels sont les produits? On a vu qu'il y avait plein de types de cellules solaires. Quand on fait des modules et qu'on va acheter, ce qu'on va acheter, ça va être des filières. Donc vous avez ici des bleus, c'est dominant. C'est des silicium multicristallins. Ça avait commencé avec des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est des gros panneaux. Ça peut être du mono ou du multicristallin. Multicristallin, ça veut dire que vous avez des grains. Et donc ces grains sont un peu moins bonne qualité. Il y a des défauts, il y a de la recombinaison. On a un peu moins de rendement photovoltaïque. Mais donc on a aujourd'hui un marché qui est dominé par les silicium cristallins. Et si on veut comprendre pourquoi les cristallins dominent les marchés, il faut qu'on regarde un peu comment on fabrique ces cellules. D'accord? Si on regarde ça, là je fais un jugement, c'est mon impression, je pense que je ne me trompe pas trop. Si cette technologie a pu se développer de façon si rapide, c'est parce qu'elle est simple et robuste. On fait des petits pains, on ne fait pas des petits pains, on fait des cellules solaires, et pour ça, on a besoin de silicium de qualité, fondu. On tire des lingots, les lingots, on les découpe en plaquettes, et des plaquettes, on va les mettre dans un four, on va diffuser, si c'est un matériau P, on va diffuser la couche négative, la couche N, et on va faire comme ça des jonctions PN. Typiquement, donc les wafers font 160 microns, processus de diffusion, il y a une gravure sur les bords, couche anti-reflet, nitrure de silicium. Il y a peu d'étapes pour arriver à sortir des cellules. Et donc ça, aujourd'hui, fait qu'on sort 10 000 cellules par heure dans une usine de panneaux photovoltaïques. Avec cette cellule, type de structure,
Donc vous avez, c'est comme ça que ça c'est les détails un peu plus, les schémas un peu plus détaillés de ces cellules-là. Vous avez donc les wafers, le silicium cristallin pur qui est épais, 160 microns, donc 160 microns, la couche négative, la couche positive arrière, elle est faite à partir d'aluminium. Donc ça donne des cellules à 20% de rendement. On ne peut pas faire mieux que ça. Et là, c'est la physique. Les matériaux est parfait, mais en face arrière, quand vous avez un contact entre les métals et les semi-conducteurs, vous allez recombiner. Il y a des charges, des électrons qui vont recombiner avec des trous. Ça va pas circuler dans les circuits extérieurs. Donc, on est limité. Et la recherche, alors, ce qu'on va faire, c'est voir comment on peut limiter cette recombinaison en face arrière. Et donc, pour limiter cette recombinaison, alors, vous avez ici, c'est en 1999, ça fait quand même 24 ans. Les chercheurs ont déjà trouvé, ils ont designé des cellules et produit des cellules dans lesquelles, au lieu d'avoir de l'aluminium en face arrière, on va mettre sur le silicium cristallin une couche d'oxyde de silicium. Et cet oxyde de silicium réduit la recombinaison, passive la surface, guérit les défauts. Et donc, du coup, le rendement de ces cellules va monter jusqu'à 25%. Alors, encore une fois, on passe devant à 25. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Passer de 25 gagner un point de rendement, c'est avoir une industrie qui gagne de l'argent ou qui perd de l'argent. Ça se joue, encore une fois, à cause des volumes, ça se joue à rien du tout. Et donc, voilà, c'était démontré au niveau du laboratoire. Il fallait encore transférer à niveau industriel. Comment vous faites? Alors, il faut faire une couche d'oxyde de silicium, mais l'oxyde, c'est divers, c'est un isolant, donc du coup, les charges ne passent pas. Et donc, je veux quand même arriver à extraire les charges positives arrière, donc il faut faire des contacts localisés, il faut faire de la lithographie, il faut faire du laser, et donc tout ça, ça entraîne des coûts qui faisaient qu'en 1999, cette technologie n'était pas compétitive. Il a fallu attendre les années 2010, 2020, pour trouver des solutions qui nous permettent de passiver. Alors, une façon de passiver, c'était de combiner les silicium cristallins avec des couches minces, mettre une couche de silicium amorphe, ici, un semi-conducteur déposé en couche mince, avec une couche d'OPP, donc une couche positive, symétrique, couche négative arrière, et là, on peut passiver de façon efficace, réduire la recombinaison, produire des cellules à haut rendement, avec des procédés qui sont à basse température, qui sont compatibles avec des cellules minces, 50 microns, donc les cristallins, en fait, si vous les faites suffisamment fins, on peut plier, on veut faire des silicium cristallin, il n'y a pas que l'organique qui permet de plier, c'est une question d'épaisseur aussi. Et donc, si on regarde l'évolution des rendements, ce que vous voyez sur ces graphes, c'est que voilà, sur une vingtaine d'années, on est passé de la cellule commerciale qui était à 17-18% à des cellules aujourd'hui qui sont plutôt des modules, c'est ça que vous achetez, qui sont à 23% de rendement. Ce qui a changé, c'est que donc on a amélioré la structure, l'architecture des contacts de façon à minimiser les recombinaisons. Les rendements théoriques, c'est la physique, on fait des calculs, les maximums que vous pouvez espérer avec un semi-conducteur silicium, c'est 29%. Donc on est presque au taquet. Aujourd'hui, le record pour les cellules cristallines, c'est 26,9. Vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose à gratter. Et donc ça veut dire qu'on est en train de produire des machines parfaites, presque parfaites. Est-ce qu'on peut faire mieux? On peut toujours faire. Si vous demandez aux chercheurs, ils vous diront toujours oui, on peut faire mieux. Et aujourd'hui, tout le monde est sur ce qu'on appelle des cellules tandem. Donc on va combiner les cristallins, et j'en ai parlé au début, avec une autre cellule qui va être plus efficace pour convertir la partie visible du spectre solaire. Sur ces schémas, qu'est-ce que c'est qu'une cellule tandem? Donc vous avez en bas la cellule en dessous
qui est une cellule à base de silicium cristallin, la jonction PN, hétérojonction, top cone, enfin tout ce que vous voulez, différentes architectures de cellules à base de silicium, et on va mettre par devant, soit avec un couplage optique, soit avec un couplage électrique, une cellule avec un matériau à grand gap, à grande bande interdite, qui va être efficace. En fait, on va diviser le travail. La cellule avant, elle va être efficace pour collecter l'énergie des photons de haute énergie, et ceux qui sont à plus basse énergie vont être collectés de façon efficace par la cellule à base de silicium cristallin. Et donc, comme je le disais au début, sur la cellule avant, on a deux choix, soit c'est de la perovskite, soit un matériau, une cellule 3,5, qui pour l'instant est cher. Alors, qu'est-ce que c'est que cette cellule perovskite? Alors, en fait, c'est un matériau, ça correspond à une structure cristalline. Le silicium, c'est une structure diamant. Vous avez, donc, chaque matériau va, en fonction de comment sont les atomes, arrangés les atomes dans des solides. Vous avez ici la perovskite, donc c'est une structure de type ABX3, avec A un matériau organique ou inorganique, un cation monovalent. Ça peut être du césium, du rubidium, organique, ça va être du méthylammonium, c'est H3 et H3. Ça peut être de format. Il y a les choix. Après, vous avez X, c'est un iodure, un brome, un chlore, et la partie V, donc un cation divalent, du plomb ou de l'étain. L'intérêt de ces matériaux, c'est qu'on va les fabriquer à partir d'une solution, un mélange c'est de la chimie basse température. On va fabriquer ces matériaux cristallins à une centaine de degrés. Et quand on va empiler ce matériau perovskite, cet absorbeur dans une structure où il y a un contact de type négatif ici, avec l'oxyde de titanium, TiO2, un contact positif avec un autre matériau organique au-dessus. Donc, alors tout ça, ça fait, tout à l'heure on parlait de 160 microns de silicium, aussi, ici on est à 1 micron. Okay. On a divisé la quantité de matériaux par un facteur 100, 200. On réduit et c'est ça l'intérêt des couches blanches aussi, c'est qu'on va réduire l'énergie nécessaire pour fabriquer et les quantités de matériaux nécessaires. Et donc, quand on regarde, alors on a vu la course au rendement, c'est les rendements de ces cellules amputés très rapidement. Ici, vous avez un exemple d'une caractéristique pour tension pour une cellule qui est à 20% de rendement. Aujourd'hui, les cellules records au laboratoire sont à 25, 26. Et comme je vous disais, les sujets de recherche, c'est est-ce qu'on est capable de faire cette cellule sur une grande surface, mise à l'échelle, et est-ce que ces cellules sont instables? Quand j'ai dit ABX3, en fait, on peut imaginer ça comme un cristal liquide, dans les écrans plats. C'est des matériaux qui sont mous. Les ions, les cations, ils peuvent se déplacer, ils peuvent diffuser. Et donc, quand on met la lumière, si on met un champ électrique, les rendements, la structure, les matériaux peuvent évoluer, et donc on peut avoir des surprises. C'est les gros sujets de recherche aujourd'hui. Alors, il me reste quelques minutes, enfin 7 minutes, donc ça va. La question c'était où on en est de l'énergie solaire. Je vous avais dit, j'arrive en 84 à Paris, on avait 50 MW. Aujourd'hui, la production, on a 1 TW de puissance installée. Les prévisions, c'est que pour 2030, la production annuelle sera de 1 TW par an. Donc tout ce qu'on a fait, c'est équivalent à tout ce qu'on a fait jusqu'ici. On va le faire en une année plutôt qu'en 30 ans. Et donc, moi ce que je dis, c'est que, moi mon rêve de voir l'énergie solaire photovoltaïque devenir une composante importante de la transition énergétique, de la production d'énergie pour faire tourner notre monde de façon propre, il a été réalisé. Aujourd'hui, on a des cellules cristallines qui dominent les marchés. Ils ont des rendements de 26, 37%, donc ils sont à la limite. Et on a des perspectives pour aller au-delà de 30% en combinant les cristallins avec des couches minces. Alors, après, on peut discuter sur quels sont les besoins, dans quelle mesure ces cellules, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette technologie puisse subvenir, répondre aux besoins d'énergie de notre monde.
Et donc ça, on peut le comparer à la consommation globale, qui est de 18 terawatts actuellement. Et si on regarde les perspectives, c'est que en 2100, alors ça c'est un peu, c'est des projections, mais on estime qu'en 2100, les besoins en énergie seront de l'ordre de 46 terawatts, la puissance instantanée. Et donc, si on veut produire cette puissance, alors, on ne va pas faire tout. On ne va pas faire tourner tout avec du photovoltaïque. On a parlé de l'éolien, il y a d'autres sources d'énergie renouvelable. Et donc, si on prend juste 30% de ces 46 terawatts, ben, ça veut dire qu'avec un rendement des modules, ça veut dire que ce qu'il faudrait, c'est donc 13,8 terawatts de puissance photovoltaïque. Et si on prend un rendement de 15%, et c'est là où le rendement devient important, avec 15%, il faudrait installer 92 terawatts de photovoltaïque dans le monde. Si vous doublez le rendement, on passe de 15 à 30, vous divisez par 2. Si on fait l'hypothèse que la durée de vie des modules est de 25 ans, ça veut dire qu'il faudrait une production annuelle de l'ordre de 3,6 terawatts. Alors on a dit qu'en 2030, on sera à 1. Donc on n'y est pas encore, mais ça devient significatif, ça devient important. Ça, c'est un peu le résumé. Et pour que ça marche, alors on parle des grands volumes, des grandes quantités, donc il faut que les matériaux soient abondants, disponibles, il faut que ce soit possible. Donc pour que cette filière devienne une réalité, il faut qu'on ait des matériaux qui soient abondants, bas coût, avec des procédés qui soient efficaces en termes d'énergie et de quantité de matériaux, qui ne dégagent pas du CO2, avec peu d'impact environnemental, avec de la stabilité. Et donc, quand on regarde tout ça, si vous regardez ici l'abondance des matériaux, ce que vous voyez, c'est que le silicium, qui domine les marchés aujourd'hui, il est bien placé. C'est un matériau qui est abondant, et même pour l'aluminium. Ce dont on a besoin aujourd'hui pour produire ces cellules, les matériaux sont disponibles. Ce n'est pas des terres rares comme on l'entend parfois à droite et à gauche. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que quand on regarde les panneaux, les tableaux sur toutes les filières du photovoltaïque, toutes ne peuvent pas répondre, mais si on regarde la filière silicium qu'on a aujourd'hui, qu'on projette déjà au terawatt, on peut imaginer de continuer sur cette lancée et d'arriver à satisfaire une partie importante des besoins en énergie mondiale, et d'autant plus si on réduit l'épaisseur de ces cellules. Aujourd'hui, on est à 160 microns, mais en fait, je vous ai montré une cellule à 50 microns, donc ça fait 3 fois moins. Voilà, on a des solutions pour faire que ça devienne réel. Il n'y a pas d'obstacle physique, je veux dire. Et donc, ça, c'est une étude qui date de 2019, où il regarde quel est le potentiel des énergies renouvelables. On dit qu'en Europe, la transition vers 100% d'énergie renouvelable est possible. Ça, c'était déjà en 2019. Ce n'est pas une question de technologie, c'est surtout une question de volonté politique. Alors, on a parlé de la finance tout à l'heure, mais c'est les moyens, les matériaux, la technologie, elle est là. Après, il faut faire des choix. Et donc, s'il y a la volonté, il y a la possibilité. Cette transition va se faire avec un passage de l'énergie basée sur des charbons et des pétroles vers l'électricité. On retrouve la même chose sur les perspectives dans le cadre de l'IRENA, donc projection sur la consommation d'énergie mondiale en 2050, 2020-2050. Ce que vous voyez, c'est qu'en 2050, actuellement on a 20% d'électricité, on va passer à un monde qui va tourner de plus en plus avec l'énergie noble, propre, et l'énergie électrique. Et donc, je pense que j'arrive au bout. Je disais au début, c'était, voilà, on va sauver la planète. Bon, c'est Don Quijote. Mais je pense qu'on y est. On a aujourd'hui, alors, pendant une centaine d'années, on a brûlé des énergies fossiles. Le résultat, vous le connaissez, c'est gris. C'est
pollution, c'est réchauffement climatique, c'est température. Enfin, on connaît, ce n'est pas moi qui va vous parler de tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a la possibilité, on a le choix, on a la technologie pour faire revenir en arrière et rendre notre planète comme elle devrait être. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention et je suis là pour discuter avec vous. Merci beaucoup. Dans quelles conditions est extrait le silicium? Je ne connais pas du tout en fait. Comment on extrait le silicium? Oui, voilà, les conditions même pour les hommes, le travail, les conditions environnementales. Donc, pour extraire du silicium, il faut des mines de quartz, oxyde de silice, SiO2. Et en fait, ce qu'on va faire avec ces quartz, c'est qu'on va les brûler, on va les réduire en silicium métallurgique, et après on va le purifier, et après on va se retrouver avec les panneaux, enfin, avec des silicium cristallins qu'on va pouvoir utiliser pour l'énergie solaire photovoltaïque, ou est-ce qu'on utilise aujourd'hui, toute la microélectronique fonctionne. Les puces dans vos ordinateurs, c'est des silicium cristallins. En France, on en a. Il y en a en France, il y en a en Europe, il y en a en Espagne, il y en a un peu partout. Et après, c'est une question après je dirais, c'est la bonne mine, c'est la mine de quartz avec peu d'impuretés. Parce que ces matériaux, je n'en ai pas parlé, mais pour que ça marche, il faut un matériau pur. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de fer, de nickel, d'impuretés. Et donc, les coûts de purification vont dépendre du matériau de départ. Donc voilà, on pourrait continuer. Hein, c'était quand vous regardez ça, il y a 20 ans, on faisait des contacts avec de l'argent, on mettait des gros pâtés. Aujourd'hui, on en met beaucoup moins, on n'en met peut-être même pas du tout, on met tout derrière et on passe. L'argent, ça va être limitant et on le sait. Donc on travaille sur remplacer l'argent par des cuivres, c'est plus abondant. Enfin, des matériaux, on en a. C'est une industrie lourde, hein, c'est une industrie chimique lourde, ça, il ne faut pas se voiler là-dessus, mais c'est comme ça, on peut mettre les conditions pour que ça soit fait de façon propre. Et ce sera toujours mieux que de continuer à mettre de la fumée autour de la Terre. Et moi, j'ai deux petites questions. Merci beaucoup déjà pour votre intervention. La première, on entend parler d'usines qui se construisent en Europe, notamment Meyer Burger, entreprise suisse mais qui investit en Allemagne, et puis d'autres initiatives. Moi, je ne connais rien en technologie. J'ai entendu parler de cette technologie de l'hétérojonction dont vous parliez également. J'aimerais connaître votre avis sur la chance que cette voie-là réussisse dans les années qui viennent. Et le deuxième point porte sur le recyclage. Est-ce que le recyclage est plus facile ou plus difficile selon les technologies que vous avez évoquées? Merci. Alors, première chose, c'était quelle est la chance d'avoir une industrie européenne. Et ça, c'est, voilà, je touche du bois. À l'IPVF, on discute avec, vous avez parlé de Meyer Burger. Meyer Burger, le CEO, a eu les prix Becquerel à la conférence photovoltaïque à Lisbonne en septembre dernier. Mais Meyer Burger, finalement, est en train d'installer son usine de panneaux aux États-Unis parce que Biden, les Américains, ont donné des avantages à installer des panneaux des usines de panneaux aux États-Unis. Meyer Burger, c'est un exemple. On a en Italie Trisson, en Catane, en Sicile, une usine de panneaux photovoltaïques qui fonctionne, qui est CNL qui achète des panneaux pour installer ses propres installations. Donc je pense que les modèles deviennent intéressants. Le fait est que les panneaux photovoltaïques qui sont importés de Chine deviennent très peu chers. Alors c'est bien pour le consommateur, mais ça rend les industriels, ça met la corde au cou aux industriels. Donc Holosolis, avec qui on discute, Carbone, c'est les deux grosses initiatives dont vous entendez parler probablement, dont on parle dans la presse. Ils ont dans les cartons, ils sont en train de discuter pour monter une usine qui va produire 3 gigawatts de panneaux. La technologie, ça va être de la TOPCon, alors c'est Toner Oxide Passivate. C'est une filière qui permettra de continuer à augmenter les rendements, réduire les coûts, mais tout ça, en fait, c'est un peu ça.
ça ne se fera que si la France, l'Europe, aide au développement de l'industrie photovoltaïque. Et développer l'industrie, en fait, on pourrait se dire, pendant très longtemps en France, en Europe, on a dit fabless, on produit, nous on est intelligents, c'est les Chinois qui produisent. On a vu avec les Covid, avec la guerre en Ukraine, que ces modèles-là ont ses limites. Il faut aussi créer de l'emploi et donc créer de l'industrie. Voilà, donc c'est toute une équation où on sort du domaine de la recherche, on est dans la finance, on est dans la politique, et on est sur quel modèle on veut continuer à travailler en Europe. Ça, c'était une question. Et la deuxième, c'était le recyclage. Et donc, effectivement, alors, les modules qu'on fabriquait il y a 20 ans, c'est des mines d'argent. Et donc, vous avez en France, il y a Rosy, à Grenoble, c'est une start-up qui aujourd'hui sont 40 personnes, ils sont en train de monter en puissance parce qu'ils développent des méthodes de recyclage. Alors déjà, tous les panneaux photovoltaïques, quand vous achetez, vous payez une taxe, une écotaxe pour qu'ils soient recyclés. Ça, c'est d'entrée. Mais on n'imagine pas aujourd'hui des panneaux sans les recycler. Quand on va produire 1 terawatt par an, en fait, on va récupérer les matériaux. Et en fonction des technologies, ça sera plus ou moins compliqué. Et c'est pour ça que, moi je crois que si on résout les problèmes de stabilité des perovskites, c'est les couches-minces qui ont les plus de chances de s'imposer. Mais là on parle, je sais pas, 2030 et 2035. Pour les prochaines dizaines d'années, on a besoin d'usines en silicium cristallin. Et on travaille il y a beaucoup d'initiatives en France, entre autres, pour récupérer d'argent, les silicium, et après il y a les verres et bien sûr les cadres en aluminium de modules. Quelque part, la perovskite, alors qu'est-ce que ça va être? Ça va être 2 plaques de verre. Bon, 99% c'est du verre, la plaque de verre, vous pouvez la récupérer. Sur ces verres, vous aurez une électrode transparent conductrice de lithium. On est en train de regarder comment les recycler. Et la perovskite, l'intérêt de cette filière, c'est que quand on fait des silicium cristallin, au fond, on est à 1400 degrés. La perovskite, ça se fait à une centaine de degrés. Ça fait que c'est des matériaux utilisés, c'est mou, c'est des cristaux liquides, ça peut bouger, mais ça peut être aussi rendre le recyclage plus facile. Et donc après, on regarde des méthodes qui permettront de dissoudre, récupérer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas grand-chose, hein, c'est 0,3 microns. Donc si on veut récupérer, ça va être surtout, actuellement il y a du plomb dans la perovskite, dans les 0,3 microns, il y a 1%, donc on pourra récupérer ces plombs parce qu'on ne peut pas le mettre dans la nature. Voilà ce que je dirais sur le recyclage. Mais c'est un sujet, on ne fait pas aujourd'hui, on n'imagine pas des produits sans la possibilité. Alors c'est pas, en fait, il y a les 3 R, c'est pas, parce que le recycler c'est à la fin. On parle de réutiliser, reuse, voilà, réduire, réutiliser. Voilà. La Chine, ils ont appris très vite, ils ont développé, ils ont fait mieux que nous. Ils nous vendent aujourd'hui des panneaux pas très chers. Et la Chine, c'est le premier installateur mondial de panneaux photovoltaïques. Hein. La Chine, c'est les premiers marchés mondiaux, c'est les premiers producteurs, mais aussi les premiers marchés. Et le gouvernement chinois, enfin, je sais pas, vous allez à Shanghai, vous allez à Pékin, ils ont un problème de pollution. Et les changements climatiques, quand on regarde les projections, il y aura des zones en Chine qui seront invivables. Donc c'est la Chine qui est la première intéressée à développer cette technologie propre. Est-ce que nous, on pourrait dire, on continue comme d'habitude, on achète et on installe ici, et on fait la même chose avec les voitures, c'est le même sujet. On parle de la transition vers les voitures électriques. Si on ne fait rien, on va emporter les voitures de Chine, on va détruire l'industrie automobile en Europe. Et donc je pense que c'est pas sustainable pour nos économies de continuer sur un modèle où on achète tout et je ne sais pas ce qu'on vend. Oui, on vend de la mode, on vend du luxe peut-être, mais est-ce que ça suffit à assurer la pérennité de nos systèmes de sécurité sociale et tout ce que vous voulez?
pense pas. Donc il y a une prise, moi je pense qu'il y a, à l'EPBF on fait, entre autres, on essaie de faire de la recherche au haut niveau, mais on fait aussi, entre guillemets, du lobbying à niveau européen pour que la commission, donc Thierry Breton, commissaire européen, il est conscient qu'effectivement il faut réindustrialiser. Alors je ne sais pas les mots exacts, quel mot vous préférez, mais il faut qu'on ait à nouveau de la production ici. Et il y aura de la production ici. Il y en aura. On ne va pas trimballer des terawatts de modules à travers le monde. La seule question, c'est est-ce que ce sera des industriels européens qui produiront des modules en Europe ou est-ce que ce sera des industriels chinois? Mais les coûts de transport, ça devient une partie non négligeable des coûts des panneaux qu'on achète. Donc il y aura de l'industrie en Europe, ça me semble une évidence. Il y a déjà l'industrie des modules, mais je pense qu'il y en aura aussi sur les cellules. Et après, c'est qui tient l'économie. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante qui faisait le lien entre le côté industriel et même purement physique des panneaux photovoltaïques et leur application dans le concret. J'ai trouvé ça très intéressant, notamment pour un néophyte en chimie et en physique comme moi. Vous êtes tout d'abord revenu sur les bases du photovoltaïque, ses principaux composants, ses principaux types, et notamment vous avez fait le lien, c'était très intéressant, sur comment la simplicité de sa construction permettait, notamment sa non-mobilité, permettait sa généralisation dans une large échelle, qui justement a des impacts très, très lourds derrière. Vous êtes ensuite revenu sur les principales tendances du marché du photovoltaïque avec sa croissance extrêmement poussée, ses principaux acteurs, d'abord le Japon, puis l'Europe pour ce qui est de l'achat, la Chine qui reste le premier importateur et le premier exportateur aussi. Et puis vous nous avez montré aussi un petit peu dans le détail les principaux sujets aujourd'hui avec les nouvelles générations à base de cellules fines qui sont soit à partir de 3.5 soit à partir de perovskite, et comment celles-ci peuvent ou non remplacer celles à partir de silicium uniquement, et comment, à quels critères l'une va remplacer l'autre ou non en fait finalement. Et c'était très intéressant de ce point de vue-là. Et vous avez finalement fait de manière très fluide le lien avec le futur, comment est-ce qu'on développe une industrie autour de ce panneau photovoltaïque. C'était le rêve dont vous parliez dans votre question. Est-ce que le rêve du photovoltaïque est devenu une réalité? J'ai envie de dire que d'un point de vue physique, si on n'en est pas loin, on y est quasiment en tout cas. Pour ce qui est de l'application industrielle en Europe, ça en prend la voie et on continue à rêver, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, et c'était assez revigorant au vu des sujets énergétiques qu'on a soulevés aujourd'hui pour la transition climatique, c'était justement un sujet, c'était une conférence très stimulante et très prometteuse pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous.